Je vais m'adresser directement à vous, les aides-soignants, les infirmiers, les directeurs d'EHPAD, les familles évidemment, et les vieux résidents aussi. C'est pas très poli, mais je m'adresse à vous directement, par-dessus la ministre, par-dessus l'Assemblée. Pourquoi? Parce que vous le savez, nous le savons tous ici, ce rapport d'information numéro 769 sur, je cite, des réformes nécessaires pour construire l'EHPAD de demain, que va-t-il devenir? Rien. Que va en faire le gouvernement? Rien. Le ranger dans un placard, l'oublier dans un coin, le mettre sur la pile des autres rapports, bref, l'enterrer. On va le faire donc discrètement, on va le faire sans le dire, on va le faire en jurant au contraire, et Madame le ministre est très douée pour ça, on va le faire en jurant que ce rapport contient des éléments très précieux, que ces données vont nourrir une réflexion, qu'il faudrait d'ailleurs songer à une mission qui pourrait conduire à un plan, et patati et patata. Bref, des écrans de fumée. Nous sommes habitués. Mais pourquoi voudrait-il l'enterrer? Parce qu'il est criant, ce rapport, et parce qu'il crie fort une évidence. Que lit-on dès la page 8? Je cite: « Des sous-effectifs considérables au regard des besoins médicaux des résidents engendrent à la fois une dégradation des conditions de travail et une maltraitance institutionnelle. » L'expression est lâchée, et on la retrouve au fil des chapitres. Maltraitance institutionnelle, ou maltraitance passive, ou maltraitance tout court. C'est une formule crue, un peu abstraite, maltraitance institutionnelle. J'aimerais vous la rendre plus concrète. Mettre dessus de la vie, un visage, celui de mon attachée parlementaire, Brigitte. Jusqu'à l'an dernier, jusqu'à mon élection, elle exerçait comme aide-soignante dans un EHPAD d'Amiens. La première fois que je l'ai rencontrée, elle m'a confié: « J'appelle ça l'usine à vieux. C'est la cata. On est 3 aides-soignantes pour 85 patients. » Moi, je lui demandais: « Est-ce que par moment, vous avez le sentiment d'être à la limite de la maltraitance ?» Elle me répondait: « Mais c'est quotidien. Là, par exemple, on a une épide-gastro avec quand même 26 cas. On n'avait pas de masque, pas d'alaise, pas de désinfectant, rien pour se laver les mains. Donc, forcément, en 3 jours, c'est passé de 5 malades à plus d'une vingtaine. J'ai fait des pieds et des mains, les agents techniques se sont débrouillés, ils ont pris leur voiture et ils ont finalement trouvé du produit. » Et Brigitte de me confier une petite anecdote au milieu de ça, anodine, banale. On a un couple de vieux, la femme a fait un AVC, elle est en fauteuil roulant et elle souffre de crise d'angoisse. La seule manière de la calmer, c'est son mari. Il n'y a que lui qui puisse l'apaiser. Or là, son mari a attrapé la gastro, donc on l'a mis à un autre étage. La dame appelle au secours. Elle est dans le couloir à crier: « Mon biquet, où est passé mon biquet ?» Ça peut paraître drôle comme ça, mais il faut l'entendre avec sa voix complètement désespérée. « Mon biquet, au secours, mon biquet !» J'aurai un peu de temps, me dit Brigitte, je lui mettrai un masque, je l'emmènerai à l'étage pour qu'elle voie son mari, ça l'apaiserait. Mais non, là, je cours, je ne peux pas perdre une demi-heure, alors elle pleure toujours: « Mon biquet, mon biquet !» En écoutant cette anecdote, je l'ai interrogée. « Et vous arrivez à travailler malgré ces cris, vous ne culpabilisez pas ?» Elle me répond: « On met en place des mécanismes de défense, comme pour me rassurer. Mais en vérité, ça ne m'a pas rassuré du tout, ces mécanismes de défense. Ça m'inquiétait au contraire. Car des mécanismes de défense, soit, mais contre quoi? Je vais vous le dire. Contre le meilleur de nous-mêmes, contre la tendresse, contre l'empathie. Il faut s'entraîner à l'indifférence. Il faut tenir la compassion à distance, s'assécher l'âme, geler en soi l'humanité, rendre notre cœur sourd à une vieille dame qui, pleine d'angoisse, pleine d'amour aussi, hurle: « Mon biquet, mon biquet !» Il faut ça, il faut cette sécheresse pour que le système fonctionne, pour que les toilettes, les repas, les médicaments s'enchaînent, pour que les tâches soient remplies au fil d'une journée chronométrée. L'humain, dans tout ça, c'est une nuisance, du temps perdu, des complications. On imagine la tension, le conflit chez vous, les milliers de Brigitte du pays. Pourquoi vous êtes-vous tourné vers le soin? Pour soigner, par tendresse, par empathie, par compassion, justement. Et c'est cette part de vous-même qu'il vous faut taire, qu'il vous faut écraser. Un jour, usé, les défenses cèdent, et c'est comme un barrage qui rompt, comme une digue qui s'effondre. C'est le grand craquage, c'est le burn-out qui fait des ravages dans ces métiers du soin. Pas seulement à cause du surmenage, non, c'est faux. C'est ne rien comprendre. C'est à cause du sens d'abord, du sens de votre travail. C'est pas rien le travail. On y livre ses meilleures énergies, on y fait don de soi, on y offre son temps. Alors si c'est pour à l'arrivée le bâcler, ce travail, le sens se perd, il s'effiloche et surgit devant soi un immense à quoi bon. Ou pire même, quitter sa journée de travail avec ce goût amer, ce dégoût en fait, d'avoir maltraité les vieux, à force de les secouer pour la toilette, de les presser pour les repas, de les abandonner sur la cuvette. C'était jusqu'ici un sentiment individuel, chacun dans son coin, et donc vécu comme une honte.
Mais voici que ces derniers mois, ce sentiment devient collectif. Voici qu'il se répand dans les maisons de retraite. Voici qu'il se proclame jusque dans les télés, les radios, les journaux. Voici que la parole se libère. Et c'est pour ça que je m'adresse à vous. À vous directement, les aides-soignants, les infirmiers, les directeurs d'EHPAD, les familles évidemment, et les vieux résidents. Parce que vous êtes le seul espoir. Ce rapport, je l'ai dit, ils en feront des confettis. Ça servira à la caisse du chat. Les rapporteurs, d'ailleurs, redoutent elles-mêmes ce funeste sort, on dirait. Dès la page 13, retraçant l'histoire des EHPAD, on y lit cet intertitre « Des débats, des rapports, pas de décision ». Et en dessous, ces quelques lignes « Désabusés d'avance ». Citation « Ces 15 dernières années se sont distinguées par la densité du débat sur les questions de dépendance, donnant lieu à de nombreuses propositions, dont la mission regrette que peu d'entre elles aient été mises en œuvre. Et sans vous, c'est assuré, c'est garanti, rien ne sera mis en œuvre. » Madame Buzyn l'a d'ailleurs confirmé à sa manière, c'est-à-dire avec tout son tact et toute sa courtoisie, puisque ce rapport dénonce, noir sur blanc, je l'ai dit, des sous-effectifs considérables engendrent une maltraitance institutionnelle. Quelles mesures de bon sens suggère ce rapport? Que soit doublé le taux d'encadrement au chevet, qu'on passe à 60 soignants pour 100 résidents. Qu'a répondu Madame la ministre? Niet. Et pour quelle raison? Je la cite. La France n'a pas les moyens budgétaires de garantir ce taux. Vous savez, on cause de maltraitance institutionnelle, mais c'est une maltraitance qui vient d'en haut. C'est une maltraitance ministérielle. C'est une maltraitance budgétaire. Et permettez-moi une parenthèse. Sur ces bancs, devant moi, je ne vois que des femmes. Madame Buzyn, la ministre, Madame Bourguignon, présidente de la Commission des affaires sociales, Mesdames Iborra et Fiat, députées et rapporteurs, comme si c'était une affaire de femmes, les vieux, les soins, la santé. Tandis qu'au ministère de l'économie, vous avez Monsieur le maire, au ministère du budget, Monsieur Darmanin, à la commission des finances, Monsieur Woerth. Eh bien, mesdames, révoltez-vous, que les ministères des femmes cessent d'être maltraités par les ministères des hommes. Car combien, Madame la ministre, a-t-elle mis sur la table pour les EHPAD? 50 millions. 50 millions, ce n'est plus un budget, c'est une aumône. Ce n'est plus une ministre, c'est une dame patronesse. Croit-on abuser les champs avec des sommes pareilles? Peut-être qu'on se dit qu'après un certain nombre de zéros, les gens ne savent plus compter. On va les éclairer alors. Pour supprimer l'impôt sur la fortune, là, la France avait les moyens budgétaires et ça se chiffrait en milliards. Pour le crédit impôt compétitivité emploi, la France avait les moyens budgétaires et ça se chiffrait en dizaines de milliards. Et pour vos amis du CAC 40, cette année, on frôle les 100 milliards de bénéfices. Mais pour ces vieux, en revanche, la France, 6e puissance économique mondiale, n'a, je cite Madame la ministre, pas les moyens budgétaires. Oui, je dis vieux. On m'a répété que je devrais changer ça, que personnes âgées, ça serait mieux, que ça manquerait de respect, et je préfère pas. Je préfère pas rejoindre le camp des hypocrites, des tartuffes qui multiplient les précautions oratoires, les euphémismes, les tournures raffinées, mais pour mieux déguiser des actes cruels. Oui, cruels, car on le sait maintenant, c'est écrit, des sous-effectifs considérables engendrent une maltraitance institutionnelle. Le mal est connu, la cause aussi. C'est une députée de la majorité qui l'affiche, et pourtant, nous le savons, le gouvernement jugera urgent d'attendre. On habillera ça avec blabla, avec tact et courtoisie, on commandera une nouvelle mission, etc., etc. À moins que vous, soignants, infirmiers, directeurs d'EHPAD, familles, vieux résidents, à moins que vous sortiez dans la rue, à moins que vous ne vous mettiez en grève, à moins que vous ne témoigniez sur un MeToo des EHPAD, et ne croyez pas vous que ça ne serve à rien. Ne le croyez surtout pas. Ils aimeraient nous instiller ça, le poison de la résignation. Mais nous sommes à l'Assemblée et nous les entendons de près, les ministres et les puissants. Eh bien, quand vous êtes dehors, quand vous protestez, ces puissants ne parlent pas pareil. Ils ne balayent plus les critiques d'un revers de manche. Leur temps change, vraiment. Alors, mesdames et messieurs, qui tenez nos EHPAD debout, vous qui maintenez tant bien que mal la dignité jusqu'au seuil de la mort, mesdames, messieurs, mon petit discours n'a qu'une fonction. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras. À chaque époque, écrit le philosophe Pascal Chadeau, à chaque époque, l'humanisme doit modifier ses combats. Une tâche lui est aujourd'hui assignée, remettre les logiques économiques et techniques à leur place secondaire afin qu'elles continuent à servir des finalités plus intéressantes, plus métaphysiques et plus tendres. Voilà notre tâche, voilà notre combat.